Bonjour, je suis Charlotte, référente identito-vigilance à La Réunion et je travaille au sein du groupement de coopération sanitaire THESIS. Vous écoutez le 4e épisode de la formation en identito-vigilance. Aujourd'hui, je vous donne les clés essentielles pour devenir le boss de l'identito. En fait, il s'agit d'actions très simples que vous pouvez mettre en œuvre dès à présent pour identifier correctement et en toute sécurité les patients ou usagers. En 2021, retenez que ces bonnes pratiques seront complétées par l'utilisation de l'identifiant national de santé, INS. Mais cette thématique fera l'objet d'une autre vidéo. Voyons maintenant ensemble ces bonnes pratiques. Pour commencer, à chaque fois que vous identifiez un patient, vous devez d'abord vérifier s'il est connu dans votre outil informatique. Vous commencez donc par lancer une recherche dans votre base de données. Une bonne habitude à prendre pour limiter le nombre de résultats est de le rechercher par la date de naissance, éventuellement complétée par les premières lettres du nom, de naissance ou d'usage, et ou du prénom, de naissance ou d'usage. Autre conseil, lorsque vous posez des questions aux patients, prenez l'habitude d'utiliser une formulation ouverte. Je m'explique. Demandez quelle est votre date de naissance plutôt que votre date de naissance est bien le. Cela rend le patient plus actif et attentif et peut vous aider à éviter des erreurs, voire déceler des cas d'usurpation d'identité. Si le patient n'est pas connu, vous allez créer son identité manuellement à partir des informations fournies par le patient ou son accompagnant. Vous utilisez alors une pièce d'identité, carte d'identité, passeport, carnet de famille ou extrait d'acte de naissance, titre de séjour. Tous ces documents sont des pièces d'identité, mais attention, la carte vitale n'est pas une pièce d'identité. Vous enregistrez à minima les informations suivantes: le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, dans le bon ordre, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance, qui est le code de la commune de naissance. Et si vous avez des informations supplémentaires, bien entendu, vous les ajoutez. Ça peut être le nom d'usage, l'adresse postale, le numéro de téléphone portable ou l'email par exemple. Toutes ces informations vont aider à identifier de manière encore plus certaine la personne qui est en face de vous. Respectez bien la saisie comme sur la pièce d'identité, le nom en majuscule, non accentué, sans abréviation, les prénoms pareils en majuscule, non accentués, sans abréviation et sans virgule, en conservant toutefois les tirets pour les prénoms composés et les apostrophes. Une autre bonne pratique est d'indiquer le degré de fiabilité d'une identité. Il est important pour cela de lui attribuer un statut dans votre outil. On parlera d'identité provisoire si vous n'avez pas obtenu de pièce d'identité, ou d'identité validée si vous avez bien saisi l'identité à partir de la pièce d'identité du patient. Avec l'INS, 2 autres statuts seront aussi utilisés. Enfin, pour assurer la qualité des identités dans votre base locale, vous pouvez premièrement respecter les bonnes pratiques que nous venons de voir. Puis, vous allez repérer et traiter les anomalies d'identité. Ça peut être les doublons d'identité qui font que le patient a plusieurs dossiers. Dans ce cas-là, il faut les fusionner. Ça peut être les collisions d'identité qui font que finalement les informations de plusieurs patients différents sont mélangées dans un même dossier. Il faut alors les trier. Pour traiter ces cas, référez-vous aux procédures d'identito-vigilance de votre structure. Attention, avec les cas de collision, vous obtenez des informations médicales qui ne sont pas attribuées à la bonne personne. Le risque est de faire un diagnostic ou d'administrer un traitement inadapté, voire dangereux au patient. Dans certains cas, l'identification du patient nécessite de mettre en place des procédures spécifiques. L'anonymat, l'admission en urgence, il s'agit de cas particuliers pour lesquels je vous conseille de vous référer encore aux procédures mises en place par votre structure. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère vous avoir donné envie d'écouter le 5e épisode. Pour rappel, tous les épisodes de cette formation se trouvent sur la chaîne YouTube et sur le blog du GCS THESIS dont vous trouverez les liens dans la description de la vidéo.